Très bien, donc je disais merci aux organisateurs pour cette invitation à laquelle je suis très sensible et merci à Alexandra pour cette très longue présentation. Je sais pas ce qu'elle a pu dire, mais la communication s'appelle le texte absent. Dans un livre que j'ai dirigé avec Catherine Nogrette et qui sortira bientôt, intitulé Les nouveaux matériaux du théâtre, deux des auteurs de ce livre ont cette phrase qui parodie la célèbre ouverture du Capital de Marx. Elles écrivent « Un spectre hante la scène contemporaine, celui du texte ». Et voilà, fin de citation. Je ne saurais mieux dire, en tout cas pas de manière plus concise, pour résumer le programme que je me suis donné pour cette communication. Num livro que co-organizei com Catherine Nogrette, intitulado Os Novos Materiais do Teatro, e que será publicado brevemente, Maria Clara Ferrer e Carolina Massini, parodiando a célebre frase de Marx que abre o Capital, propõem esta fórmula: um espectro assombra a cena contemporânea, o do texto. Não encontraria melhor maneira, nem sequer uma forma mais concisa de resumir o programa desta comunicação. Depuis que le texte dramatique a perdu la position dominante qui le plaçait au centre de la scène, le texte a eu tendance, comme le disait fort justement l'appel à communication de ce colloque, à se déplacer, à rôder en périphérie, dans les marges de la scène, voire, comme l'indique le titre que j'ai choisi pour cette communication, à s'absenter. Após ter perdido a posição dominante que o colocava no centro da cena, o texto tende, como justamente refere a chamada para comunicações deste colóquio, a deslocar-se, a deambular na periferia, nas margens da cena contemporânea, ou mesmo, como indica o título desta comunicação, ausentar-se. Le texte absent, il y a quelque chose d'un peu provocateur dans cette formule, que je reconnais volontiers excessive. Ce texte qui s'absente ouvre sans doute à d'autres modalités de présence textuelle. Ce sera l'objet de cette communication. O texto ausente, algo evidentemente provocador nesta formulação que reconheço seguramente excessiva. Este texto que se ausenta dá sem dúvida alguma lugar a outras modalidades de presença textual. Será este o objeto desta comunicação. Quel est ce texte qui s'absente ? N'est-ce pas avant tout le texte dramatique, et votre appel à communication le dit aussi, et même trouve son origine dans ce constat à peu près indiscutable. Que texto é este que se ausenta? Não será antes de mais o texto dramático? A vossa chamada para comunicações refere isto mesmo e tem como ponto de partida esta constatação mais ou menos indiscutível. Alors je vais faire un bref flashback qui est sans doute ici nécessaire. Dans la tradition occidentale du théâtre, du moins depuis Shakespeare et sa consécration posthume en tant qu'auteur avec un grand A, depuis les Élisabétains et le siècle d'or espagnol, et plus encore en France depuis Corneille et le théâtre classique, le texte, naturellement, si je puis dire, avec des guillemets, le texte, entendu en tant que texte dramatique, a été considéré comme le fondement de la représentation théâtrale, les fondations sur lesquelles se bâtissait ce qui n'était pas encore la mise en scène et qu'il est devenu. J'ai évoqué Shakespeare et Corneille. C'est au moment où leurs œuvres s'inscrivent dans le livre qu'elles deviennent, dans la matérialité que le livre leur confère, qu'elles deviennent la pierre angulaire de la représentation théâtrale avec l'intangibilité supposée qui va avec. Le texte se voit gravé dans le marbre. Breve flashback é aqui necessário. Na tradição ocidental, pelo menos desde Shakespeare e da sua consagração póstuma enquanto autor com A maiúsculo,
desde o teatro isabelino e o século de ouro espanhol, e mais ainda desde Corneille e do teatro clássico francês, o texto, naturalmente, e naturalmente com aspas, naturalmente entendido enquanto texto dramático, foi considerado como o fundamento da representação teatral, ou seja, os alicerces sobre os quais se construía aquilo que não era ainda, mas que viria a resultar na arte da encenação. Evoquei Shakespeare e Corneille, refiro-me ao momento em que as suas obras se começaram a apresentar sob a forma de livro, na materialidade que este lhe confere enquanto pedra angular da representação teatral e com a inteligibilidade que isto pressupõe. O texto vê-se, então, gravado na pedra, ainda que seja na pedra do impressor. Si le geste originel du metteur en scène, historiquement parlant, consiste à monter une pièce, à la mettre en scène, le jeu qu'il introduit dans le processus même qui fonde ce geste ouvre sur un décalage entre le texte et la représentation. Entre le texte et la représentation, il y a du jeu, et il y a le jeu. Sans doute en fut-il toujours un peu ainsi, mais il aura fallu l'autorité nouvelle du metteur en scène et la reconnaissance progressive de sa fonction spécifique pour qu'on reconnaisse cet écart et qu'on en prenne la mesure. Se, do ponto de vista histórico, o gesto original do encenador consiste em montar uma peça, em pô-la em cena, o jogo que ele introduz, no próprio processo que funda este gesto, dá lugar a um desfazamento entre o texto e a representação. Entre o texto e a representação há jogo, e há o jogo. Provavelmente sempre foi assim, mas terá sido necessária a autoridade nova do encenador e o reconhecimento progressivo da sua função específica para que se reconheça este intervalo e para que tenhamos presente a sua importância. On sait comment cet écart s'est peu à peu creusé à mesure que la relation entre le texte et la scène allait vers une autonomisation croissante du travail spécifique du metteur en scène, une autonomisation croissante de son art. L'art du théâtre, pour reprendre le titre du livre de Craig, l'art du théâtre, dira Craig, en rayant d'un trait de plume la nécessité de cet autre art, celui d'auteur dramatique. Je cite Craig, signe que notre art sera indépendant, nous n'aurons plus besoin du dramaturge. Sabemos bem o quanto este intervalo se aprofundou à medida que a relação entre o texto e a cena conduzia a uma autonomia crescente do trabalho específico do encenador, a uma autonomia crescente da sua arte. A arte do teatro, dirá Craig, fazendo uma cruz na necessidade desta outra arte, a do autor dramático, e cito, é prova de que a nossa arte será a prova de que a nossa arte será independente é que deixaremos de precisar do dramaturgo. L'évolution du théâtre tout au long du XXe siècle a vu croître, en même temps que cette autonomisation, et il faut bien le dire, le perfectionnement croissant de l'art de la mise en scène, un rejet, d'abord latent, puis de plus en plus manifeste, du texte dramatique. En même temps n'est pas juste. Le metteur en scène a d'abord eu besoin de la pièce de théâtre pour apprendre son métier et pour asseoir la légitimité de sa fonction. Mais quelques signes peuvent être relus aujourd'hui à la lumière de l'évolution de l'art de la mise en scène tout au long du XXe siècle. C'est par exemple Meyerhold modifiant la structure de la pièce d'Ostrovsky, La Forêt. C'est Artaud, bien sûr, qui ne trouve plus dans la pièce de théâtre de quoi nourrir le théâtre dont il rêve. C'est Brecht, réécrivant les classiques et écrivant ses propres pièces. A evolução do teatro ao longo do século XX viu proliferar, ao mesmo tempo que a autonomia e necessário será dizer o aperfeiçoamento crescente da arte da encenação, uma rejeição, no início latente, depois cada vez mais óbvia, do texto dramático. Ao mesmo tempo, talvez não seja muito justo. O encenador precisou primeiro da peça de teatro para aprender a sua arte e para fundamentar a legitimidade da sua função.
Mas certos sinais podem ser lidos à luz da evolução da arte da encenação ao longo do século XX. Meyerl, por exemplo, ao modificar a estrutura da Floresta de Ostrovsky, Artaud, evidentemente, não encontrando na peça, no texto, o estímulo necessário para o teatro com que sonhava, finalmente Brecht, reescrevendo os clássicos e escrevendo as suas próprias peças. On sait comment, dans les dernières décennies du XXe siècle, puis les premières du XXIe, ce mouvement s'est révélé être une lame de fond, tendant à emporter d'une manière peut-être irréversible, mais là je me dois de rester prudent, le texte dramatique, jusqu'à autoriser Hans Tiesleyman à avancer une formule qui a rencontré immédiatement un large écho, celle de théâtre post-dramatique. Sabemos bem o quanto, nas últimas décadas do século XX e nas primeiras do século XXI, este movimento se apresentou como uma onda gigantesca, tentando arrastar consigo, de uma forma um pouco irreversível, mas sobre isto prefiro ser prudente, o texto dramático, até autorizar Hans Tiesleyman a avançar com uma expressão que teve imediatamente uma importante difusão, a de teatro pós-dramático. Puisque je me suis moi-même incité à la prudence, je ne vais pas jouer les prophètes et me demander ce que serait un théâtre post-dramatique. Donc je serais tout prêt à saluer l'avènement, dès lors que je n'y verrai pas la marque d'un retour, je veux dire d'un retour d'un dramatique trop appuyé, pour ne pas parler d'avatar pervers de la pièce bien faite, comme on disait au XIXe siècle. E porque eu próprio fiz apelo à prudência, não vou entrar em profecias, perguntando a mim próprio o que seria hoje um teatro pós-dramático, que eu estaria pronto a saudar, desde que não trouxesse com ele a marca de uma espécie de regresso, entenda-se o regresso de um dramático demasiado incisivo, para não falar dos diferentes avatares perversos da peça bem feita, como se dizia no século XIX. Je me contenterai d'observer le présent. Force est de constater que nombre de metteurs en scène, aujourd'hui en France et sans doute plus largement en Europe, et même au-delà, tournent le dos au texte dramatique, mais pas au texte dans sa généralité. Et bien des malentendus sur la question, à mon avis, viennent d'une confusion là-dessus. Rares sont les spectacles sans texte, mais le texte, y compris dans sa fonction matricielle, n'est plus, comme il l'a longtemps été, celui d'une pièce de théâtre. Il est bien souvent, pour m'en tenir à des spectacles qui maintiennent cette fonction matricielle du texte, un texte, comme on peut le dire peut-être un peu curieusement, non théâtral. Pourquoi un peu curieusement? Parce que s'il n'a pas été écrit pour le théâtre, il devient théâtral dans le processus de son passage à la scène. Du moins, il peut le devenir. Et là, les choses se compliquent. Les cas de figure sont multiples et je vais en examiner deux qui pourraient désigner deux pôles opposés. Contentar-me-ei em observar o presente. Não podemos senão constatar que muitos encenadores, hoje em França e sem dúvida de uma forma mais ampla na Europa, voltam as costas ao texto dramático, mas não ao texto de uma forma geral. E muitos dos mal-entendidos sobre esta questão vêm precisamente da confusão que se criou à volta. São raros os espetáculos sem texto. Mas o texto, incluindo na sua função matricial, já não é, como foi durante muito tempo, o de uma peça de teatro. Ele é frequentemente, atendendo apenas a espetáculos que mantêm esta função matricial do texto, um texto, como se diz talvez de uma forma um pouco curiosa, não teatral. De uma forma um pouco curiosa porque, se não foi escrito para o teatro, torna-se teatral no processo de passagem à cena. E é aqui que as coisas se complicam. Poderia citar numerosos exemplos. Examinemos dois, para começar, que poderiam ser exemplificativos de dois polos opostos. Le premier est justement célèbre et emblématique. Lorsque Castellucci monte Inferno, d'après l'Enfer de Dante, il absente littéralement le texte d'origine, puisque l'on n'entendra pas un vers de la Divine Comédie dans le spectacle. Absent, le texte de Dante hante le spectacle, comme il aura hanté Castellucci lui-même, peut-on supposer, dans la gestation du spectacle. Il n'est donc absent que de la scène, où il fait l'objet d'une transmutation dans d'autres régimes de présence, allusive,
intermédiale, imagée, corporelle, sonore, et plus encore peut-être mentale. Castellucci ne laisse aucune chance au texte de Dante de devenir théâtral, puisque celui-ci, le texte de Dante, se dissout entièrement dans la représentation. Il fait néanmoins, Castellucci, théâtre de ce texte. O primeiro é célebre e emblemático. Quando Castellucci encena Inferno a partir do Inferno de Dante, o texto original está completamente ausente. Não ouviremos um único verso da Divina Comédia no espetáculo. Ausente, o texto de Dante é um espectro, assombra o espetáculo tal como terá provavelmente assombrado o próprio Castellucci ao longo do processo criativo. Está, portanto, unicamente ausente da cena, onde é objeto de uma transmutação para outros regimes de presença, alusiva, intermedial, imagética, corporal, sonora e talvez mais ainda mental. Castellucci não dá qualquer oportunidade ao texto de Dante de se tornar teatral, já que este se dissolve inteiramente na representação. Ainda assim, ele faz teatro a partir deste texto. Le texte de Dante appartient à la mémoire de Castellucci. Il appartient aussi à la mémoire collective. Et même si vous ne l'avez pas lu, vous le savez à portée de main dans le livre qui figure là, sur un rayon de la bibliothèque. La représentation en est une émanation, l'ombre portée. Il s'agit là d'un cas extrême par sa radicalité. O texto de Dante pertence à memória de Castellucci, bem como à memória coletiva. E ainda que não o tenhamos lido, sabemos que está ao nosso alcance no livro pousado numa qualquer estante de uma qualquer biblioteca. A representação é dele uma emanação, a sombra transposta. Trata-se de um caso extremo em virtude da sua radicalidade. C'était le premier cas. Le second, maintenant, le second cas est devenu plus commun. Il s'agit de spectacles qui, prenant pour point de départ un texte non théâtral, souvent un roman, le font entendre, au moins de manière fragmentaire ou lacunaire, comme l'avait fait Antoine Vitesse avec Catherine, d'après les cloches de Bâle d'Aragon, spectacle à propos duquel il avait formulé le fameux « on peut faire théâtre de tout ». Comme le fait aujourd'hui un jeune metteur en scène français, Julien Gosselin, lorsqu'il monte, entre guillemets, les particules élémentaires de Michel Houellebecq ou le grand roman de Roberto Bolaño de 1666. Il serait intéressant de se demander si l'accession, dans ce processus du texte romanesque au statut de texte théâtral, que j'évoquais plus haut, sa théâtralisation donc, ne pourrait pas porter un autre nom, celui de dramatisation. Le texte narratif deviendrait alors, du moins lorsque le processus est abouti, l'équivalent d'un texte dramatique, dont la dramatisation se ferait par les moyens de la scène, ce que Marie-Madeleine Mervan-Roux appelle la dynamique dramatisante de la scène. Autrement dit, par le travail du metteur en scène, promu dès lors dramaturge. O segundo exemplo é mais frequente. Trata-se de espetáculos que, tomando como ponto de partida um texto não teatral, frequentemente um romance, fazem ouvi-lo, dão a ouvi-lo, pelo menos de uma forma fragmentada ou lacunar, como tinha feito já Vitesse, com Catherine, a partir dos Sinos de Basileia de Aragon, e foi precisamente a propósito deste espetáculo que Vitesse formulou a célebre frase: é possível fazer teatro de tudo. Ou, como faz hoje Julien Gosselin, quando encena As Partículas Elementares do Houellebecq ou 2666 de Roberto Bolaño. Seria interessante perguntar-nos se o acesso, a passagem do texto romanesco ao estatuto de texto teatral que eu evocava há pouco, a sua teatralização, não poderia assumir um outro nome, o de dramatização. O texto narrativo tornar-se-ia então, pelo menos quando o processo está já concluído, em algo equivalente a um texto de teatro, cuja dramatização dever-se-ia aos meios propostos pela cena, aquilo a que Marie-Madeleine Mervan-Roux chama a dinâmica dramatizante da cena. Ou, dito de outra forma, graças ao trabalho do encenador promovido a dramaturgista. Cela achèverait de concrétiser le passage du statut de metteur en scène à celui de créateur scénique, incluant désormais, s'incorporant
celui de dramaturge, dans les deux sens du terme, et réalisant le programme annoncé par Craig, le créateur scénique étant donc tout à la fois dramaturge au sens 1, quand il écrit le texte, dramaturge au sens 2, quand il pense le passage à la scène d'un texte qu'il n'a pas écrit, et metteur en scène, quand il ne signe pas aussi, comme Castellucci, la scénographie, les lumières, les costumes, et pour une part, la chorégraphie. Bref, devenu auteur complet de l'œuvre théâtrale. Isto seria o momento conclusivo da passagem do estatuto de encenador ao de criador cênico, incluindo doravante, incorporando, portanto, o papel de dramaturgista, bem como o de dramaturgo, e realizando o programa anunciado por Craig. O criador cênico seria simultaneamente dramaturgo, dramaturgista e encenador, sendo que muitas vezes assina também, como faz Castellucci, a cenografia, o desenho de luz, os figurinos e parcialmente a coreografia. Em resumo, tornando-se autor completo da obra teatral. Cette configuration apporte aussi peut-être une forme de résolution à un problème théorique sur lequel je ne cesse de revenir, à savoir la pertinence réelle qu'il y aurait aujourd'hui à distinguer entre le texte dramatique et d'autres types de textes, que j'ai eu tendance à regrouper sous le terme générique de textes matériaux. L'essentiel étant peut-être désormais sur la scène contemporaine que ces textes, pour advenir à la scène, sont voués à s'inscrire dans un dispositif plus qu'à faire l'objet d'une mise en scène, et que ce dispositif a pour fonction de les dramatiser lorsqu'ils ne sont pas par avance dramatiques. Esta configuração constitui talvez uma forma de resolução para um problema teórico ao qual eu volto constantemente. A pertinência real que haverá hoje na distinção entre texto dramático e outros tipos de texto, que tive tendência para agrupar num termo genérico o de materiais ou textos materiais, o essencial sendo talvez que a partir de agora, na cena contemporânea, estes textos estejam mais destinados a inscreverem-se num dispositivo do que a serem objeto de uma encenação. E este dispositivo tem por função dramatizá-los quando eles não são antecipadamente dramáticos. On peut d'ailleurs remarquer que l'écriture dramatique suit depuis quelques décennies le mouvement inverse, au point que les deux processus puissent se rejoindre. Le mouvement inverse, c'est-à-dire un accomplissement de l'épicisation, ce qui renvoie à Brecht, ou plus encore de la romanisation, comme dit Jean-Pierre Sarrazac, du théâtre, qui se manifeste chez nombre d'auteurs, qu'on peut malgré tout continuer à appeler dramatiques, par une hybridation totale de leurs œuvres, qui les fait échapper d'une manière parfois radicale au modèle, même considérablement assoupli ou élargi du drame. Pour donner quelques exemples, on peut penser à certaines pièces de Daniel Danis, Noël Renaud, Roland Schimmelpfennig et beaucoup d'autres, mais aussi de manière encore plus radicale à la lignée inaugurée par Heiner Müller et que poursuit un auteur, une autrice comme Elfriede Jelinek. Podemos, aliás, constatar que a escrita dramática segue há já algumas décadas um movimento inverso, a tal ponto que os dois processos acabam por se juntar. Uma concretização, um cumprimento da epicização, e falamos de Brecht, ou, mais ainda, talvez, da romancização, para utilizar uma palavra de Sarrazac, romancização do teatro, que se manifesta na obra de um número importante de autores que continuamos a chamar dramáticos, através de uma hibridação total das suas obras que lhes permite escapar, de uma forma às vezes radical, ao modelo, ainda que muitas vezes estilhaçado, do drama. Podemos pensar em certas peças de Daniel Danis, de Noël Renaud, de Roland Schimmelpfennig e muitos outros. Mas também, de maneira mais radical ainda, na linha inaugurada por Heiner Müller, seguido agora por Elfriede Jelinek. Si la matrice a donc fortement tendance à migrer de la pièce de théâtre vers le texte non dramatique, la fonction matricielle s'est elle aussi déplacée. Il ne s'agit plus de mettre en scène un texte, mais de s'immerger dedans, comme le dit Castellucci, pour en faire naître une écriture. Cette écriture résulte d'un changement de langage dans Inferno, puisque le langage verbal est absent de ce spectacle. Se a matriz tem fortemente tendência para migrar da peça de teatro para o texto não dramático, a função matricial também se deslocou.
Já não se trata de encenar um texto, mas de mergulhar no texto, como afirma Castellucci, para fazer nascer uma escrita. Em Inferno, esta escrita resulta de uma mudança de linguagem, uma vez que a linguagem verbal está ausente neste espetáculo. Chez Tiago Rodrigues, il va s'agir maintenant d'une sorte de troisième pôle ou de troisième voie sur laquelle je voudrais m'arrêter davantage. Le fait de prendre pour point de départ une œuvre littéraire donne lieu à une véritable écriture au sens littéraire du terme, et non plus métaphorique comme dans Inferno. Je pense par exemple à Bovary, spectacle qui absente le roman de Flaubert, qui n'est présent qu'allusivement, parce que les acteurs et personnages en parlent, mais qui a donné lieu à une écriture autant verbale que scénique à partir de Madame Bovary, de lettres de Flaubert aussi, et des minutes de son procès. No caso de Tiago Rodrigues, introduzo agora uma espécie de terceiro polo ou de terceira via sobre a qual gostaria de me demorar um pouco mais. O facto de assumir como ponto de partida uma obra literária dá lugar a um verdadeiro gesto de escrita, no sentido literário e não metafórico do termo, como acontecia em Inferno. Penso, por exemplo, em Bovary, espetáculo que torna ausente o romance de Flaubert, cuja presença é apenas alusiva porque os atores-personagens o referem, mas que deu lugar a uma outra escrita verbal e cênica a partir de Madame Bovary, das cartas de Flaubert e das minutas do processo de que foi alvo o romance. Ce spectacle, Bovary, pourrait illustrer une double exigence, celle de la nécessité du texte, pris de plus là comme objet du spectacle, celle de l'absenté, introduisant cet écart entre un texte premier et l'élaboration par l'écriture et par la scène d'un texte second qui sera celui du spectacle. Este espetáculo poderia ilustrar uma dupla exigência, a da necessidade do texto, assumido como objeto do espetáculo, de o tornar ausente, introduzindo esta distância entre um texto primeiro e a elaboração pela escrita e pela cena de um texto segundo, que será o do espetáculo. Si différente que soit cette démarche de celle de Castellucci, il s'agit là aussi de se nourrir d'une œuvre littéraire pour élaborer une autre œuvre, mise en regard de la première, quasi autonome, ou dans un rapport qu'on pourrait dire d'intertextualité. Cela peut même aller plus loin. À la question que lui pose Jean-Louis Perrier, « Pourquoi avez-vous besoin d'un texte ?», Castellucci répond « Pour aller contre le texte ». Cela peut aller jusqu'à la destruction du texte de départ, disons à son apparente destruction, d'abord parce que le dit texte ne risque rien, encore que, pensons à un spectateur qui n'aurait pas lu les frères Karamazov et découvrirait le roman de Dostoïevski à travers la mise en scène de Kastorf, pensons à un spectateur qui n'aurait pas lu À la recherche du temps perdu et s'imaginerait la découvrir en voyant Les Français de Warlikowski. Le caractère indestructible de ces œuvres serait tout de même rudement mis à l'épreuve pour ces spectateurs-là. Ensuite, parce que la relation entre destruction et élaboration de l'œuvre nouvelle est évidemment plus subtile que le seul terme de destruction pourrait le laisser entendre. Je pense par exemple à Christian Lupa, dont le rapport à l'œuvre de Thomas Bernhard, qu'il vénère, le conduit paradoxalement dans Perturbation à ne pas faire entendre la langue de Bernhard, mais à réécrire le texte du roman ou à faire improviser celui du spectacle par les acteurs. Lupa, comme d'autres, ne met pas en scène le texte de Bernhard, il en fait usage comme d'un matériau dépeçable et modelable à volonté. Por muito diferente que seja esta abordagem da de Castellucci, trata-se também, neste caso, de se alimentar de uma obra literária para elaborar uma outra obra, quase autónoma ou numa relação que poderíamos talvez considerar de intertextualidade. Isto pode mesmo ir mais longe. À questão colocada por Jean-Louis Perrier, por que razão precisa de um texto, Castellucci responde para ir contra o texto. Ou seja, isto pode ir até à destruição do texto inicial, melhor dizendo, até à sua aparente destruição, primeiro porque este mesmo texto não corre qualquer risco. Ainda que, pensemos, por exemplo, num espectador que não tenha lido Os Irmãos Karamazov e que descobre o romance de Dostoiévski através da encenação de Kastorf,
Ou pensemos num espectador que não tenha lido À Procura do Tempo Perdido e que descobriria o romance de Proust assistindo ao espetáculo Os Franceses de Warlikowski. O caráter indestrutível destas obras seria, de facto, posto à prova por estes espectadores. Depois, porque a relação entre destruição e elaboração da nova obra é evidentemente mais subtil do que o simples termo destruição poderia dar a entender. Penso, por exemplo, em Christian Lupa, cuja relação com a obra de Thomas Bernhard, que ele venera, conduz-o paradoxalmente, no espetáculo Perturbação, a não dar a ouvir a língua de Bernhard, mas a reescrever o texto do romance ou ainda a utilizar as improvisações dos atores. Lupa, como outros, não encena o texto de Bernhard, ele utiliza-o como se de um material divisível, despedaçável e modelável se tratasse. Une telle démarche signe l'emprise du metteur en scène sur la représentation et le dépassement de sa fonction première. Un metteur en scène qui aura fini par avouer son désir ou son devenir profond, celui, comme je l'ai dit, de se constituer en créateur scénique, pour lequel le recours à une œuvre dramatique, dont il aurait le devoir éthique de faire entendre le texte et de prendre en compte la dramaturgie interne, constituerait un handicap, voire un boulet qu'il n'a pas envie de traîner, en tout cas une entrave à sa liberté de création. Esta abordagem é a assinatura da soberania do encenador relativamente à representação e a superação da sua função principal. Trata-se de um encenador que acabará por confessar o seu desejo profundo de, como disse há pouco, se assumir como criador cênico e para o qual o recurso a uma obra dramática, relativamente à qual ele teria o dever ético de fazer ouvir o texto e de ter em conta a sua dramaturgia interna, constituiria um handicap ou mesmo um estorvo que ele não quer de forma alguma arrastar, um entrave à sua liberdade de criação. Si le geste de Lupa, comme celui de Castellucci, affirme son emprise sur la scène, la démarche de Thiago Rodrigues s'inscrit dans un apparent effacement qui n'est que celui des moyens scéniques utilisés. Il arrivera qu'elle se donne pour tâche, cette démarche, de faire advenir le texte absent. Se o gesto de Lupa, tal como o de Castellucci, afirma a sua soberania em cena, a abordagem de Tiago Rodrigues inscreve-se num aparente apagamento que é tão somente o dos meios cênicos utilizados e que acabará por assumir a tarefa de fazer surgir o texto ausente. Tout le dispositif d'une autre de ses œuvres, By Heart, consiste ainsi à mettre en place les conditions d'un acte théâtral par lequel l'assemblée des spectateurs, ayant ingéré un sonnet de Shakespeare, je cite Thiago, j'ai demandé à une pâtisserie d'imprimer le sonnet 30 sur des hosties pour qu'on puisse manger Shakespeare. Donc, l'assemblée des spectateurs le restituera après l'avoir ingéré pour le donner à entendre. C'est un acte parfaitement laïque, faut-il le préciser, même si, recréant du lien, il renoue avec l'origine du mot religion, acte pour l'accomplissement duquel Thiago Rodrigues prend appui sur d'autres textes qui sont autant de pierres de guet qu'il pose patiemment sur la scène, les faisant accéder à la présence en faisant entendre des fragments et en matérialisant cette présence par celle des livres d'où ils sont tirés, lorsque c'est le cas. Thiago tend un livre ouvert est une didascalie récurrente de la pièce. Sont ainsi convoqués une conférence de George Steiner que Thiago Rodrigues a lui-même apprise par cœur, le sonnet 30 de Shakespeare traduit en russe par Boris Pasternak, Tendre et la nuit de Scott Fitzgerald, une lettre supposée écrite par Thiago à George Steiner, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, la notice nécrologique de Nadejda Mandelstam par Joseph Brodsky. En rhapsode accompli, dirait Jean-Pierre Sarrazac, Thiago Rodrigues coud ensemble ces textes disparates avec un fil qui est celui de la mémoire comme résistance à l'oubli des œuvres et à la destruction des livres et de leurs auteurs, comme le fait en abîme Steiner lui-même, convoquant plusieurs auteurs sur ce thème dans sa conférence. O dispositivo de uma das suas obras, das obras de Tiago Rodrigues, By Heart, consiste precisamente em criar as condições necessárias para que um ato teatral tenha lugar, graças ao qual a Assembleia de espectadores, tendo ingerido um soneto de Shakespeare, restituí-lo
restituí-lo-á na integralidade, dando a ouvir. Em cena, Tiago Rodrigues apoia-se noutros textos que vai depositando pacientemente no palco, fazendo-os aceder à presença, dando-nos a ouvir fragmentos desses mesmos textos e materializando essa presença através dos próprios livros. São assim convocados uma conferência de Steiner, que Tiago Rodrigues aprendeu de cor, o soneto 30 de Shakespeare, traduzido em russo por Boris Pasternak, Terna Noite de Fitzgerald, entre outros. Enquanto verdadeiro rapsodo, como diria Jean-Pierre Sarrazac, Tiago Rodrigues cose estes textos díspares com um fio que é o fio da memória como resistência ao esquecimento das obras e à destruição dos livros e dos seus autores, tal como faz o próprio Steiner, convocando vários autores sobre este tema na sua conferência. Ce qu'exprime ici Tiago Rodrigues, c'est une foi dans la littérature qui anime littéralement son œuvre. Mais on peut lire aussi dans le dispositif de By Heart une métaphore du théâtre comme lieu où la mémoire ne vaut que d'être sans cesse réactivée pour maintenir vivant un texte. Un lieu où ce qui prime, c'est le mouvement d'appropriation d'un texte absent qui, dans cet effort de lui rendre la vie, pourra accéder à la présence sans laquelle, et je parle de la présence en général, pas seulement textuelle, il n'est pas d'acte théâtral vivant. Cette présence est dans ce cas précis, conjointement, celle du texte, mais aussi celle de l'acteur et celle du public. Le dispositif de ce spectacle implique en effet de faire venir sur la scène 10 personnes du public qui vont apprendre par cœur le sonnet. O que exprime aqui Tiago Rodrigues é uma fé na literatura que anima literalmente a sua obra. Mas podemos ler também no dispositivo de By Heart uma metáfora do teatro como lugar onde a memória assume plenamente o seu valor se for constantemente reativada para manter vivo um texto, ou seja, um lugar onde o que prima é o movimento de apropriação de um texto ausente que, neste esforço de lhe dar vida, poderá aceder à presença, sem o qual, e refiro-me à presença em geral, não unicamente à presença textual, sem o qual não há ato teatral vivo. Esta presença é, neste caso preciso, a do texto, mas também a do ator e a do público. Como sabem, o dispositivo deste espetáculo implica a participação de 10 pessoas do público que vão aprender um soneto de cor. Souffle, Sopro, est le spectacle de Tiago Rodrigues, emblématique de cette dialectique qui permet au texte de l'ombre de venir éclore à la surface de la scène. En d'autres termes, du processus de transformation du texte en parole, sans lequel il n'est pas non plus d'acte théâtral vivant. Denis Guénoun l'a remarquablement exprimé dans un très bel essai, L'exhibition des mots, où il dit que le propre du théâtre est que des corps et des voix y rendent visible le passage du texte à la scène, et que le texte, agissant dans l'ombre, en est absent. Sopro é o espetáculo de Tiago Rodrigues mais representativo desta dialética que permite ao texto que está na sombra eclodir, vir à superfície da cena. Dito de outra forma, este trabalho exemplifica o processo de transformação do texto em palavra, sem o qual não há ato teatral vivo. Denis Guénoun disse isto mesmo num belíssimo ensaio intitulado A Exibição das Palavras, e cito, o que é próprio ao teatro é que corpos e vozes tornem visível a passagem do texto à cena. O texto, esse, agindo na sombra, está ausente. Car si le texte est bien ce spectre qui hante le théâtre, il en est aussi l'âme. C'est la métaphore qu'incarne Souffle, Sopro. Dans ce spectacle, Tiago Rodrigues fait venir sur la scène Cristina Vidal, souffleuse au Théâtre National de Lisbonne depuis 40 ans, elle dont le métier était d'être dans l'ombre. Présente pour la première fois de sa vie sur une scène, Cristina y rejoue ce qu'elle a toujours accompli dans ce réduit que l'on nomme le trou du souffleur. Elle souffle, mais pour une fois, à vue, le texte qu'elle tient à la main, inaudible pour les spectateurs lorsqu'elle le chuchote à l'oreille des acteurs, et qui s'entend lorsque ceux-ci, les acteurs, le profèrent. Elle rend tangible, ce faisant, le processus qui métamorphose le texte d'ordinaire invisible en parole, cette venue à la surface qui, dans le même mouvement, absente le texte et rend présente la parole, cette oscillation entre présence et absence qui est le propre du théâtre, avec tout le jeu d'illusion qui l'accompagne et que le spectacle révèle et déploiera ensuite.
Porque se o texto é esse espectro que assombra o teatro, ele é também a sua alma. É precisamente esta metáfora que Sopro encarna. Neste espetáculo, como sabem, Tiago Rodrigues faz subir à cena Cristina Vidal, a ponto do Teatro Nacional da Ana Maria, há 40 anos, cuja profissão foi sempre estar na sombra. Presente pela primeira vez da sua vida em cena, Cristina Vidal interpreta o que sempre fez na Caixa do Ponto, mas desta vez com um texto à vista, que ela tem na mão, inaudível para os espectadores, quando ela o sussurra ao ouvido dos atores e que se ouve quando estes o dizem. Desta forma, Cristina Vidal torna tangível o processo que permite metamorfosear o texto, normalmente invisível, em palavra. Este vir à superfície que, num mesmo movimento, torna o texto ausente e presente a palavra. Torna o texto ausente e presente a palavra, ou seja, esta oscilação entre presença e ausência que é própria ao teatro, com todo o jogo de ilusões que o acompanha e que o espetáculo revela e desvendará em seguida. Car cette parole n'est pas une vraie parole, elle provient d'un texte écrit, et elle parviendra néanmoins à vous faire croire qu'elle n'est que parole, car telle est sa vérité d'un soir, comme parviendront à vous faire croire à des personnages, ces corps d'acteurs qui sont la seule réelle et authentique présence sur la scène. C'est l'illusion fondatrice du texte dramatique, du théâtre dramatique, pardon. Na verdade, esta palavra não é uma verdadeira palavra, ela tem origem num texto escrito. E ela conseguirá ainda assim fazer-nos crer que é apenas palavra, porque esta é a verdade de uma noite, da mesma forma que os corpos dos atores, que são a única, real e autêntica presença em cena, conseguirão fazer-nos crer nas personagens. Esta é a ilusão fundadora do teatro dramático. Sopro, que j'ai vu en plein air au Festival d'Avignon l'an dernier, commence et s'achève par un vent invisible qui fait bouger les herbes folles qui émergent des interstices du plancher de scène. Anima, le souffle, l'âme, rarement le théâtre aura rendu ainsi visible l'invisible qui le fonde. O espetáculo, Sopro, começa e acaba com um vento invisível que balanceia as ervas que emergem dos interstícios do palco em Avignon. Anima, o sopro, a alma, raramente o teatro terá tornado tão visível o invisível que o funda. Je vais conclure cette communication qui j'espère n'est pas trop longue. Cet invisible, c'est le texte, ou pour mieux dire le texte littéraire. J'y inclus le texte dramatique, en ce que s'y est déposée une expérience humaine singulière qu'il convient à la scène de revivifier et rendre à la présence. Je le redis, il n'est guère, il n'est peut-être pas de spectacle théâtral sans texte, fût-il sous-jacent, invisible et inaudible. Sauf qu'à limite, comme les premiers spectacles de Robert Wilson, l'immense majorité des spectacles théâtrales se fondent sur un ou sur des textes. Les cas de figure sont innombrables. Et j'aurais pu évoquer par exemple les pièces didascaliques qui, si elles ne font entendre aucun mot, prennent appui sur une partition écrite. Vou concluir. Este invisível é o texto, ou melhor dizendo, o texto literário, incluo aqui o texto dramático, onde foi depositada uma experiência humana singular que a cena deverá revivificar e tornar presente. Volto a dizer, talvez não haja espetáculo teatral sem texto, seja ele subjacente, invisível e inaudível. Exceção feita, talvez, a certos casos limite, como eventualmente os primeiros espetáculos de Bob Wilson, a imensa maioria dos espetáculos de teatro tem origem num ou em vários textos. Os exemplos são infindáveis. Poderia ter evocado, por exemplo, as peças didascálicas que não dão a ouvir uma única palavra, mas que ainda assim se apoiam numa partitura escrita. S'agit-il là de renouer les noces défaites depuis Craig et Artaud de la littérature et du théâtre? Je suis pour ma part sensible à cet arrachement du théâtre à la littérature dont parle Jacques Nichet. Mais le temps est peut-être venu d'une sorte de synthèse qui tiendrait compte de cette double exigence apparemment contradictoire et se ferait sous le signe d'une troisième exigence, celle d'une dramatisation, dont le dispositif évoqué de Tiago Rodrigues porte incontestablement la marque. By Heart, Bovary, Souffle, ou encore Entre les lignes, plus que des situations ou des personnages, dramatisent des textes. C'est ainsi que je comprends la revendication du drame qu'exprimait Tiago lors d'une rencontre l'an dernier en Avignon
dans le cadre des journées de l'Institut de recherche en études théâtrales, en réponse à une question que je lui avais posée. Ce serait alors un drame d'après le post-dramatique, relevant peut-être de ce post-dramatique que nous aurions fini par rencontrer. Tratar-se-á, eventualmente, de retomar as núpcias desfeitas desde Craig e Artaud da literatura e do teatro. No que me diz respeito, sou favorável à ideia de arrancar o teatro à literatura, de que fala Jacques Nichet. Mas talvez tenha chegado o tempo de uma certa síntese que teria em conta esta dupla exigência aparentemente contraditória e que aconteceria sob o signo de uma terceira exigência, a de uma dramatização, cujos dispositivos anteriormente evocados, propostos, por exemplo, por Tiago Rodrigues, são disso mesmo exemplificativos. By Heart, Sopro, Bovary ou ainda Entre Linhas são mais do que situações ou personagens, eles dramatizam os textos. E assim, é assim que eu percebo a reivindicação do drama que exprimia Tiago Rodrigues no ano passado em Avignon, no âmbito de um seminário do Instituto de Investigação em Estudos Teatrais, em resposta a uma questão que eu próprio lhe tinha colocado. Seria então um drama criado a partir do pós-dramático, que talvez decorra do pós-pós-dramático, que teríamos afinal conseguido encontrar. Je vous remercie. Obrigada.